pour ce nouveau numéro des cafés. Nous recevons aujourd'hui Sandrine Lotter, que nous connaissons bien, et Estelle de Sablan. Bonjour Estelle. Bonjour Marc. Bonjour Sandrine. Bonjour Marc. Et sans beaucoup de surprises, on va s'intéresser à la formation initiale des enseignants. Alors sous un angle un peu particulier, on a eu l'occasion, dans un numéro précédent, le café numéro 17, de parler avec Sandrine de l'évolution finalement de cette formation depuis presque 200 ans. Et là, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que pensent les enseignants de leur formation et de la réforme de la formation initiale des enseignants à travers un certain nombre d'enquêtes qu'elles ont pu mener ensemble. Alors Sandrine, quelques mots quand même pour nous rappeler cette évolution de la formation initiale des enseignants ? Oui, tout à fait. Donc il faut savoir que quand la Belgique s'est créée, il n'y avait pas de formation officielle pour former les enseignants avant qu'ils entrent en poste dans les écoles. Donc cette formation s'est progressivement créée, a été réformée à de nombreuses reprises. Et donc on a vraiment professionnalisé les enseignants au cours des 2 derniers siècles. Et donc cette réforme s'inscrit dans cette mouvance de professionnalisation progressive des enseignants et a pour objectif en fait de répondre à tout un ensemble d'écueils qui ont pu être mis en évidence, notamment dans les enquêtes PISA, donc dans plusieurs enquêtes nationales et internationales, dont les enquêtes PISA, et relative au fait que le système éducatif est considéré de manière générale comme étant inefficace et inéquitable. Donc on s'est rendu compte de ça de manière plus objective via des résultats chiffrés au début des années 2000. Et donc progressivement, on s'est dit que la formation initiale des enseignants pouvait être un des leviers sur lesquels on pouvait agir pour rendre le système éducatif à la fois plus équitable et plus efficace. Alors, pendant une dizaine d'années, la problématique est restée sur la table, mais on n'a pas concrétisé les choses avec la mise en place d'une réforme concrète, si ce n'est 2 décrets en 2001 et 2000 qui avaient pour objectif de développer cette notion de compétence et qui réfléchissaient malgré tout à la formation des enseignants dans une visée de compétences qu'ils doivent avoir acquis au cours de leur formation initiale. En quelque sorte, on venait justement de réformer au moment où les résultats de PISA notamment mettent en évidence certaines caractéristiques de notre système. Donc ça prend un peu de temps de se mettre à réformer en quelque sorte. Exactement. Et donc c'est vraiment au tournant des années 2010 que Jean-Claude Marcourt, donc le ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, décide de concrètement réfléchir à une nouvelle réforme d'ampleur relative à la formation initiale. Alors les choses se mettent en place avec la création d'un groupe de travail spécifique et ça conduit à la promulgation d'un premier décret en 2019, donc décret relatif à la réforme de la formation initiale qui devait initialement être mise en œuvre en 2020, mais patatras, des élections ont lieu entre-temps, la majorité gouvernementale n'est plus la même et donc la majorité souhaite revoir le texte. Alors il y aura quelques amendements qui ne sont pas fondamentaux mais qui seront malgré tout introduits et ça conduira à un nouveau décret en 2021 qui lui sera mis en œuvre concrètement à partir de 2023 dans les écoles de formation des enseignants, donc dans les instituts de formation des enseignants. Quelques amendements sur certains aspects et puis des changements plus importants sur d'autres, on va le voir. Et puis on l'a montré aussi dans ce courrier hebdomadaire du CRISP. Il y a quand même des changements entre 2019 et 2021. Et puis là, cette année, on est en plein dedans, donc on a commencé. Et si tu pouvais, Estelle, pointer vraiment les points essentiels de cette réforme. Ça change quoi là, dans la formation initiale des enseignants? Tu dirais quoi? Alors, à l'heure actuelle, elle comporte 3 modifications majeures en ce qui concerne les cursus pédagogiques destinés aux futurs instituteurs et aux futurs enseignants du secondaire inférieur. Le premier changement, ça concerne l'allongement de la durée des études qui passe de 3 à 4 ans. Et dans le même ordre d'idées, le deuxième changement se rapporte à la masterisation de la formation. Donc ça veut dire que cette réforme, elle donne lieu à l'obtention d'un diplôme de niveau master pour l'ensemble des futurs enseignants. Et enfin, le troisième changement, ça concerne la codiplomation. Donc c'est-à-dire que plusieurs organismes de formation, les hautes écoles, les universités et les écoles supérieures des arts vont collaborer afin de donner tout un ensemble de cours qui constituent la formation initiale.
Et d'ailleurs, les appellations des cursus d'études ont été rebaptisées. On parle dorénavant de sections. Et cette nouvelle dynamique qui est instaurée par les sections fait référence à un principe de tuilage qui vise à réduire les ruptures qui existent entre les différents niveaux d'enseignement. Et je crois aussi, pour vous avoir lu, qu'il y a la notion d'unicité du métier, hein, donc oui. Tuilage pour que les enseignants d'un niveau recouvrent les travaux d'autres enseignants d'autres niveaux, section 1, section 2, section 3, mais dans cette perspective d'un métier unique, celui d'enseignant. Okay. Alors tout ça, c'est ce qu'on a déjà pu observer hein, jusque-là, mais ce qui est original et ce qui nous amène aujourd'hui, finalement, c'est la suite de ce que vous avez fait, c'est-à-dire, et dans le cadre d'un travail en équipe, dont Sandrine pourra dire quelques mots, cette équipe, c'est de s'intéresser finalement à la réception de cette réforme en réfléchissant avec les enseignants, en interrogeant les enseignants sur comment ils considéraient les choses précédemment et comment ils voient arriver, je pense, cette réforme. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Donc, j'ai travaillé avec 2 mémorantes qui sont Léa Marotta et Marie-Émilie Failly. Marie-Émilie Failly, d'ailleurs, qu'on remercie et qui a contribué à l'article. Et donc, on a travaillé ensemble pour ce qui est du mémoire de Léa Marotta sur l'enseignement secondaire. Et donc, on s'est questionné sur les perceptions de la réforme par les enseignants du secondaire ordinaire. Et Marie-Émilie Failly a, elle, continué cette réflexion, mais en travaillant, elle, sur les enseignants du fondamental ordinaire. Et donc, on a vraiment questionné sur 2 années différentes, d'une part les enseignants du secondaire, d'autre part les enseignants du fondamental. Et avec l'ensemble des données dont on dispose, puisque c'est le même questionnaire qui a été administré à ces 2 publics enseignants, on a obtenu au total un peu moins de 400 répondants, donc 386 répondants exactement. Et donc sur cette base-là, on a traité les données dans le but vraiment d'identifier quelles étaient leurs perceptions concernant la formation initiale qu'ils ont suivie et concernant également la manière dont ils perçoivent la réforme de la formation initiale qui entre en vigueur. Et ces 2 travaux de terrain, donc c'est l'objet finalement d'enseignement et apprentissage, le numéro 10 donc d'enseignement et apprentissage que nous publions et dont on retrouve les coordonnées juste en dessous. Tout à fait. Donc c'était 2 mémoires d'excellente qualité et donc on s'est dit que ça valait vraiment la peine d'en faire un article dans le cadre de la revue Enseignement et apprentissage, effectivement. Et qu'est-ce qui ressort de ce travail, de ces 2 enquêtes? Alors peut-être sur d'abord la manière dont les enseignants en fonction, parce que c'est des enseignants en fonction, percevaient leur propre situation, et puis comment ils voient alors la suite des opérations, ce qu'ils imaginent, ou ce qu'ils entendent, ou ce qu'ils comprennent de la réforme. Qu'est-ce qu'on peut dire ? De manière générale, concernant leur formation initiale qu'ils ont suivie, les perceptions des enseignants sont relativement convergentes. Donc, soit ils sont très d'accord, soit pas du tout d'accord. Pour le secondaire comme pour le fondamental ? Oui. Oui, d'accord. À l'exception d'un item qui porte sur la préparation au métier. Ouais. Donc là, seule la moitié des enseignants estiment que leur formation initiale leur a fourni les compétences nécessaires pour faire face aux exigences du métier. Donc ce que tu dis, c'est les enseignants en poste, là, sur les 400 que vous avez interrogés, la moitié estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés au métier qu'ils exercent effectivement là maintenant. Seule la moitié estime que... Okay. Donc, voilà, on peut dire ça aussi. La moitié, finalement, estime qu'elle est bien préparée à exercer ce métier-là. Tout à fait. Ce qui rejoint les enquêtes qui avaient conduit, autour de 2012, si j'ai bonne mémoire, à penser la réforme et à se mettre en mouvement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui te semblent essentiels en dehors de ce point assez préoccupant, en disant je ne suis pas préparé, 1 sur 2 s'estiment pas vraiment totalement préparés au métier? Concernant la durée de leur formation, ils estiment qu'elle était adéquate, donc c'est-à-dire ni trop courte ni trop longue. Donc 3 ans, c'était bien. Okay. Concernant les contenus de la formation, ils estiment avoir reçu des contenus théoriques en suffisance, mais à l'inverse, pas assez de contenus pratiques comme des stages. Pourtant, ils mettent en évidence l'importance des stages, qui sont des moments formateurs, et ils estiment avoir développé tout de même des compétences liées au savoir-faire grâce à une articulation entre la pratique et la théorie lors de leur formation initiale. Au niveau, ils jugent également que les cours de didactique et de pédagogie leur ont été utiles pour leur pratique professionnelle, ainsi que les cours
plus disciplinaire. Mais pourtant, oui, ils mettent en avant que seule la moitié des répondants mettent en avant que la formation initiale leur a fourni les compétences nécessaires. Donc il a fallu faire encore plus dans une durée qui n'aurait pas changé. C'est un peu ce qui aurait pu être mis sur la table, mais là l'idée a été finalement, dans ce que tu nous as dit, d'allonger la durée pour y mettre des choses différentes ou en mettre davantage. Mais en tout cas, ce n'est pas la partie théorique ou la partie fondamentalement apprise en haute école, on va dire, principalement, puisque les personnes que vous avez interrogées ont été essentiellement formées en haute école, je pense. Des agrégés quand même du supérieur? On a eu des agrégés du supérieur, tout à fait, qui ont complété le questionnaire. Je pense qu'à leur sujet, la grande différence que l'on peut mettre en évidence, c'est leur perception de la réforme et non pas leur perception de la formation qu'ils ont suivie. Ils sont moins nombreux à juger la réforme nécessaire. Alors, on peut apporter une hypothèse interprétative qui serait liée peut-être au fait que ce sont donc des individus qui ont suivi une formation universitaire, donc déjà, oui. Suivi bien évidemment d'une formation pédagogique, mais de plus courte durée, et qui se déclarent peut-être majoritairement comme spécialistes d'une discipline plus que spécialistes de la pédagogie, et qui donc voient peut-être de manière moins claire, moins marquée, la nécessité d'une réforme de la formation initiale et donc d'une réforme plus pédagogique aussi de la formation. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'on peut mettre en évidence et qui distingue les groupes liés au fait de travailler dans le secondaire supérieur et donc d'avoir déjà un master des enseignants qui n'ont pas de master et qui donc, eux, ont suivi une formation pédagogique dispensée en haute école. Mais c'est bien les agrégés de l'enseignement secondaire supérieur qui ont la formation pédagogique la plus courte et les opportunités de stage extrêmement limitées. Est-ce qu'ils se plaignent aussi de cette partie limitée du volume pratique des stages, comme leurs collègues? Tous mettent en évidence, tout à fait, l'utilité des stages et vraiment le caractère formateur de ces stages. Donc, tant les instituteurs que les AESI, donc les enseignants du secondaire inférieur, que les AESS, donc les enseignants du secondaire supérieur, soulignent vraiment le caractère formateur des stages et la nécessité de les allonger. Donc ça, c'est vraiment un élément qui ressort dans l'ensemble de l'échantillon qu'on a pu interroger. D'accord, donc ça, pardon Estelle. Oui. Non, pour chiffrer un petit peu le propos, je pense que la quasi-totalité des répondants, donc plus de 90%, soulignaient l'importance des stages. Donc voilà, on voit une vraie demande au niveau de cet aspect-là de la formation. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres aspects importants dans la demande vis-à-vis de la réforme, donc le lien entre les constats qu'ils font et la réforme? Qu'est-ce que vous avez pointé d'autres aspects? Alors, globalement, au niveau de la réforme de la formation initiale, plus de 2/3 des répondants sont favorables à sa mise en œuvre, mais pour la moitié, ça reste quand même une source d'inquiétude. Ils ne jugent pas nécessaire d'allonger la durée du cursus d'études et ils ne pensent pas que ça va permettre d'améliorer le système éducatif belge francophone et revaloriser socialement le métier d'enseignant. C'est évidemment assez compliqué alors à mettre en œuvre. C'est-à-dire, ce qu'on avait comme durée, c'était bien allongé, c'est pas nécessaire, mais on veut plus de choses. Et ce dont on a été abreuvé en matière plus théorique, pédagogique, c'était suffisant. Donc on ne voit pas trop bien, sinon on bourrait les horaires. Et ça, c'était un des points qu'on soulevait déjà dans l'enquête de nos collègues de Saint-Louis. Les horaires sont déjà terribles pour les étudiants formés en 3 ans. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Si je comprends bien. Donc on n'a pas non plus la solution quand on les interroge par rapport à ça. On n'a pas la solution et un élément qui ressort de manière significative, ce sont des inquiétudes notamment liées à la revalorisation barémique. À leur revalorisation, à eux, barémique. À eux, oui. Mais aussi à la valorisation barémique des nouveaux enseignants. Donc ils soulignent qu'il n'est pas normal de suivre une formation allongée, donc de passer de 3 à 4 ans sans valorisation barémique, donc pour nos nouveaux enseignants qui vont entrer dans le métier d'ici quelques années. Et eux-mêmes se déclarent, pour plus ou moins la moitié d'entre eux, prêts à se former à nouveau s'il y a une revalorisation barémique. Bien sûr. Mais ils sont plus de 80% à dire qu'ils ne se formeront pas s'il n'y a pas de revalorisation barémique. Et donc là, il y a vraiment une inquiétude à ce niveau-là, et une inquiétude probablement liée au fait que le gouvernement
a déclaré ne pas se préoccuper actuellement de la question et réserver au gouvernement prochain, donc après les prochaines élections du mois de juin, la problématique de cette revalorisation barémique. Donc pour le moment, on est dans un flou qui manque de clarification et il serait nécessaire, je pense, de se pencher sur la question si on veut vraiment continuer à pouvoir travailler avec des enseignants motivés et des enseignants qui savent concrètement comment est-ce qu'on envisage les perspectives barémiques liées à cette formation. Ce qui confirme un peu ce que nous-mêmes on soulignait, hein, dire lancer une réforme en disant qu'on va valoriser tout en ne décidant pas quel sera le barème et s'étonner après que peut-être on ne remplit pas les classes avec les étudiants qu'on attendait et qu'on va continuer à rencontrer la pénurie. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que si on n'a pas cherché ou fait exprès, c'est qu'on a été assez inattentif du côté politique, bien sûr. Tout à fait. Donc il y a vraiment une inquiétude à ce niveau-là et donc je pense que ça explique le fait qu'ils soient favorables à la réforme. Donc ils identifient vraiment beaucoup de choses positives liées à cette réforme en termes d'allongement, de révision des contenus, de mise au centre de la formation pratique et des stages. Donc ça, ce sont vraiment des éléments qu'ils soulignent comme étant des éléments très favorables. Donc de manière générale, on peut les considérer comme étant favorables à cette réforme, mais inquiets. Inquiets de par cette non prise en compte de la valorisation ou de la revalorisation barémique et inquiets par rapport au fait que cette réforme pourrait finalement changer l'identité sociale du métier et donc la valorisation associée au métier dans le cadre de la manière dont la population au sens large peut percevoir ce métier et la valorisation symbolique que ce métier peut recevoir. Et donc on est vraiment face à des enseignants favorables à quelque chose mais réservés sur d'autres choses et qui se questionnent aussi sur la manière dont cette réforme spécifique pourrait concrètement, alors là je pense qu'il faut les rassurer aussi sur ce sujet, sur les compétences dont ils disposent. Il faut travailler aussi sur la formation continue parce qu'ils se questionnent sur le fait que cette réforme pourrait réellement améliorer la qualité du système éducatif. Donc là, il y a un travail aussi à faire concernant leur confiance en eux, leurs compétences pédagogiques et disciplinaires à pouvoir adéquatement contribuer au fonctionnement efficace du système éducatif. Ben oui, si je reviens à ce que tu nous disais en début, on fait des constats sur notre système à partir de 2000, on l'a déjà fait avant, mais on se rend compte que notre système n'est sans doute pas à la hauteur des attentes en termes d'efficacité et d'équité. Et puis on se dit, on va changer la formation initiale des enseignants. Alors certains feront le lien en disant, alors c'est de notre faute. Je crois que ce n'est pas tout à fait ça l'idée de la réforme, ce n'est pas assez de notre faute, mais comme les enseignants, ne serait-ce que en termes de budget, contribuent, enfin la partie budget, dépenses budgétaires contribue à presque 90%, autour de 90%, on se dit que c'est le levier sur lequel on peut sans doute agir, et puis c'est aussi une confiance qu'on fait aux enseignants, on se dit, ils sont importants, les enseignants comptent, mais évidemment, vu du côté enseignant, ça peut être vu comme une remise en cause, une demande d'exigence en plus, et donc c'est pas confortable. Tout à fait. Donc vraiment, parallèlement à cette réforme de la formation initiale, je pense qu'il y a une réflexion à avoir en termes de formation continue des enseignants et d'actualisation de leurs compétences de manière significative lorsqu'ils sont déjà en poste. Évidemment, on attend de la communication aussi de la part du gouvernement. Or, celle qu'on a eue jusqu'ici, c'est celle notamment d'un ministre-président qui dit que c'est impayable. Donc je pense que ça n'aide pas, et ce que vous mettez en évidence n'aide pas les enseignants qui pourtant semblent adhérer à l'idée qu'il fallait changer les choses, à se dire, ok, il faut retrousser ses manches, ils ne sont pas prêts à le faire à n'importe quel prix, on peut les comprendre. Tout à fait. Eh bien, merci à vous. Donc, si vous voulez les détails, la présentation détaillée de ces deux enquêtes menées auprès des enseignants du fondamental et du secondaire également, c'est donc dans Enseignement et apprentissage, le numéro 10 de la publication de l'Institut d'administration scolaire. Et on se retrouve pour un prochain numéro des Cafés de l'INAS.